Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux donc, pour cette conférence sur les enjeux de la vidéo dans le cross-média. Un sujet aujourd'hui stratégique pour toutes les entreprises comme pour les médias, qui doit être impérativement pris en compte dans toute stratégie digitale. Alors pour s'en convaincre, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors je ne vais pas vous en abreuver, mais je vais quand même vous en donner quelques-uns. Ainsi, selon TechCrunch, il y avait en novembre 8 milliards de vidéos vues par jour sur Facebook, qui étaient vues par quelques 500 millions d'utilisateurs différents, bien par jour. Et le chiffre avait doublé en moins de 6 mois. Résultat, Facebook, qui réalisait 0% de son chiffre d'affaires avec la pub mobile en 2012, en réalise désormais 78%. Dans un autre domaine, en France, selon Médiamétrie, 34 millions d'internautes ont regardé au moins une vidéo sur leur ordinateur. L'étude, elle ne prend pas en compte le mobile, en décembre dernier, soit près de 3 internautes sur 4. Et près de 10 millions d'entre eux, 9,7 millions, ont visionné au moins une vidéo sur des sites d'actualité, en y passant chacun 13 minutes par jour. Médiamétrie précise aussi que les internautes sont plus nombreux à regarder les vidéos en semaine que le week-end. Autre donnée marquante, concernant la publicité et la communication, 30% des budgets digitaux sont dédiés au marketing vidéo online en France, selon le dernier bilan SRI. Alors je vais vous donner, ça ne sera pas long, mais quand même 4 petites slides pour vous montrer ce que représente. Donc en 2015, la pub vidéo. Donc la pub en général, ça représente plus de 3 milliards d'euros en France. Si on sort le search, il reste donc pour les bannières classiques 623 millions d'euros en 2015, qui est pareil qu'en 2014. Et donc vous voyez que la vidéo a progressé de 35%, enfin la publicité vidéo a progressé de 35% entre 2014 et 2015 à 309 millions d'euros. Et donc les opérations spéciales, c'est l'autre facteur qui progresse là-dedans. Qu'est-ce qui reste le plus important? On le verra tout à l'heure aussi. L'in-stream reste le format vidéo privilégié et la part de l'out-stream connaît une croissance moins forte. Donc vous voyez les chiffres, progression de quand même 35% sur l'in-stream et 30% sur l'out-stream. Quand on parle de progression, en sachant que l'ensemble de la pub digitale progresse de 5% sur 2015. Qu'est-ce qui marche aussi? La vidéo programmatique. Alors là, c'est très publicitaire, on en parlera un peu moins cet après-midi, mais c'est ce qui permet la croissance de la publicité vidéo en 2015. Et voilà, donc alors, la vidéo programmatique, c'est l'achat de bannières publicitaires par des outils informatiques sous forme grosso modo, un annonceur veut acheter tant d'impressions sur une telle cible, il passe par un réseau qui achète en direct sur des sites internet des cibles globalement. Donc c'est une façon d'acheter en fait des gros paquets, si vous voulez, sur différents sites et pas un seul site en France. Donc voilà, c'est un gros développement pour les gros annonceurs de l'achat publicitaire online. Alors, on va passer donc au débat sur les enjeux de la vidéo dans le cross-média avec nos deux intervenants. Donc, Benoît Collin, CEO de Wise Motion, et Vincent Suza, cofondateur d'Electric News, qui vont vous parler donc de ces enjeux. D'abord, d'un point de vue plus éditorial, la façon d'utiliser la vidéo pour raconter des histoires. Et puis ensuite, comment utiliser ces vidéos, on parlait de la publicité, et comment utiliser la vidéo pour non seulement faire de la publicité, mais pouvoir aller toucher renvoyer les audiences vers des points de vente. On va commencer par vous.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence. Alors je me représente, je suis donc Vincent Suzard, je suis cofondateur du blog Electric News. En fait, moi je viens du monde de l'édition, du monde du print à l'origine, l'édition papier, et puis on a suivi les évolutions naturelles vers le digital, vers le numérique. Et on s'est retrouvé un peu confronté à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme outil à notre disposition pour créer des magazines interactifs, du contenu enrichi, etc. Donc ça a vraiment développé, beaucoup développé récemment. Et donc du coup, on a créé ce blog Electric News qui est une sorte de média, référence, dans lequel on va pouvoir trouver des infos, des expériences. C'est du partage d'informations, d'expériences, de tutos. Je me permets d'en parler d'ailleurs parce que c'est gratuit. Donc Electric News... Du coup, on devient un petit peu référent et on est aussi écouté par les éditeurs de solutions, de logiciels, de technologies, ce qui nous permet justement de les connaître et de voir un petit peu ce qui est possible par rapport à tout ça. Donc l'enjeu, bien sûr, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter dans une publication numérique, dans du digital publishing, en termes de contenu augmenté, et bien sûr, la vidéo est centrale. Donc quelqu'un qui vient du print comme moi, de l'édition, on s'est retrouvé confronté avec l'idée de pouvoir produire et intégrer du contenu vidéo. Donc là aussi, les choses bougent beaucoup. D'abord parce que les outils permettant de produire du contenu vidéo sont de plus en plus accessibles. Ne serait-ce qu'avec les smartphones, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, eh bien on peut envisager de produire du contenu vidéo, alors qu'avant c'était onéreux. Il fallait que je le fasse sous-traiter par des spécialistes, etc. D'ailleurs, je vous en parlerai, mais on a aujourd'hui plein d'outils pédagogiques sur Internet qui nous apprennent comment utiliser nos outils type smartphone et autres pour créer du contenu vidéo de qualité, etc. Donc là, on voit que ça devient du savoir-faire de plus en plus accessible, donc ça c'est important. Et on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, toutes les demandes, tous les éditeurs, tous les clients, toutes les agences, tous les groupes de presse, tout le monde veut du contenu vidéo, va vouloir du contenu vidéo. Parce qu'une communication digitale sans vidéo, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il va manquer quelque chose. C'est figé, c'est statique. Donc, là aussi, le contenu vidéo, ça devient quelque chose d'inévitable, d'essentiel, dans toute édition, dans toute parution. Je vous montrerai quelques exemples, d'ailleurs, de magazines numériques dans lesquels on intègre du contenu vidéo. Mais alors, l'autre question, c'est comment intégrer de la vidéo intelligemment. Si c'est juste de la vidéo intégrée point barre, là aussi, c'est pas suffisant. Donc comment est-ce qu'on va créer une expérience de lecture? Comment est-ce qu'on va raconter quelque chose avec ces outils vidéo? Comment est-ce qu'on va permettre au lecteur de participer à une expérience de lecture qui va être une valeur ajoutée? C'est-à-dire que grâce aux outils numériques, eh bien, on crée autre chose en termes de lecture que se retrouver devant un écran, que ce soit un écran vidéo ou un écran simplement type PDF ou autre. Donc comment est-ce qu'on va orchestrer, mettre en scène en fait les vidéos? Moi je parle souvent aujourd'hui de mise en scène numérique plutôt que de mise en page, parce qu'on va voir qu'on va travailler la temporisation, on va travailler sur les timings, sur les scénarios, etc. Donc finalement ça me demande de m'ouvrir à une culture qui est celle de l'image vidéo, voire même du cinéma. Et on se rend compte à nouveau qu'aujourd'hui, pour produire du digital, eh bien, c'est très transversal. Avant, j'avais une culture qui était prise, c'était mon métier, point barre, et il a fallu que je m'ouvre à du digital, à de la vidéo, à de la 3D, etc. Et donc, les outils me permettent aujourd'hui d'avoir la maîtrise de ces domaines, mais encore faut-il réfléchir à la manière de les intégrer et à la manière de créer vraiment un parcours narratif, ce qu'on appelle du storytelling. Et ça, c'est au centre de tout. Là, je vais vous laisser mon troisième collègue se présenter, et puis on aura quelques exemples. Bonjour, donc moi je vais me présenter également, je m'appelle Benoît Collin, je suis le directeur de l'agence Décrocher la Lune. Je suis venu vous parler aujourd'hui parce que notre agence Décrocher la Lune s'est impliquée dans les problématiques de vidéo depuis maintenant 18 mois, avec la création d'une plateforme qui permet de créer des vidéos interactives. Par interactive, on entend la possibilité de donner, à l'utilisateur les moyens de réagir, cliquer sur la vidéo afin d'obtenir des contenus complémentaires. Alors les enjeux, c'est vrai, de ces technos de vidéo interactive sont nombreux, autant éditoriaux, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec M. Falcan, autant éditorial, et c'est vrai que finalement la finalité concerne dans la plupart des cas, c'est quand même des finalités de storytelling, la possibilité qu'offre l'interaction, l'interactivité avec les internautes,
permettent de créer des dispositifs qui ont différents niveaux de profondeur d'information. Ça permet de faire des films qui sont très orientés message, storytelling, et finalement, par des jeux d'interaction assez habiles, on peut permettre aux utilisateurs d'aller chercher des infos plus précises sur les produits, sur les contenus qu'ils sont en train de regarder, sur la marque qui héberge ce dispositif. Et par ce jeu habile qui permet d'intégrer des contenus complémentaires au-delà des vidéos, ça permet de développer des vraies stratégies en content autour de la vidéo. On a la conviction, nous, aujourd'hui, en regardant le marché du vidéo marketing, on parlait tout à l'heure des chiffres, il y a à peu près 30% du marché de la pub digitale aujourd'hui qui est réparti sur des enveloppes vidéo marketing, achat d'espace pub vidéo. On a la conviction aujourd'hui, en regardant un peu ce qui se fait sur le web, que beaucoup de marques se contentent d'utiliser Canal Vidéo comme un énième canal de diffusion sur lequel ils vont aller replacer les mêmes contenus qu'en TV, ce qu'on appelle classiquement des copies TV. Aujourd'hui, on n'est pas convaincu que ce soit la meilleure approche pour arriver à obtenir des résultats. De la même manière que le web a amené à la presse des nouvelles manières de se réinventer, de la même manière que des titres de presse aujourd'hui numériques sont en train de chercher des nouveaux formats pour arriver à agréger leur contenu et pour arriver à créer de la dynamique et de l'engouement autour de ce nouveau format, c'est-à-dire un peu en opposition avec ce qui se faisait sur les supports papier. On a la conviction que la vidéo, aujourd'hui, on peut faire la même chose et donner des interactions, des moyens d'aller plus loin dans le lien émotionnel entre l'internaute et la vidéo. Et plus on donne les moyens à l'internaute d'être acteur du contenu qu'il va voir, plus finalement ce contenu il est réceptif. Ce point est d'autant plus vrai avec les générations millennials qui sont moins réceptifs aux canaux traditionnels et pour qui finalement, dès qu'on arrive à mettre des principes de gamification dans des dispositifs vidéo, sont beaucoup plus impliqués et ça génère des taux de clics beaucoup plus forts. Alors concrètement, on pourrait parler de la forme que ça peut prendre. Sur un film publicitaire, très simplement, ça peut être une pastille qui suit un produit pour en savoir plus. Le film finalement se focalise sur les bienfaits du produit, un film lifestyle, comment vous vivez avec ce produit. Les pastilles vous permettent d'aller chercher très concrètement des informations techniques, précises, pointues sur ce produit. Vous regardez un spot en pré-roll, le produit vous intéresse, vous cliquez sur une pastille, vous avez accès à un store locator qui vous permet d'en savoir plus. Donc finalement, les possibilités aujourd'hui de la vidéo sur le web sont assez nombreuses. On va commencer par un côté plus éditorial, donc digital publishing, avec un exemple là, que vous avez devant vous, couleur jazz, et puis ensuite vous montrerez justement la partie, sur une partie plus publicitaire, tout ce qu'on peut faire en termes d'incrustation, et justement pour pouvoir ne pas se contenter d'avoir simplement un film, c'est-à-dire ne pas faire de la vidéo télévision, mais de faire une vidéo adaptée au web. On a aussi des exemples interactifs autour de l'information. C'est également un JT interactif. On n'entend rien au fond. Merci. On va également faire un petit point de vue sur des dispositifs interactifs autour de l'éditorial, notamment avec Wall Street Journal qui a mené une expérience qui tourne très bien aujourd'hui et qui continue à être déployée régulièrement. Donc ce sera l'occasion de faire un focus sur un cas concret dans la presse. Donc oui, c'est vrai qu'une des grandes nouveautés que je ne vais pas vous montrer tout de suite, mais qui est vraiment formidable et qui va de plus en plus se développer, c'est la possibilité de créer des zones interactives au sein même des vidéos. C'est-à-dire que je suis en train de regarder un film et je vais pouvoir cliquer sur un objet présenté dans une vidéo qui va me déclencher n'importe quelle action, ouvrir des pages web, apporter du contenu expliqué, éditorialisé, ou déclencher une autre vidéo, etc. Donc on va pouvoir créer vraiment des parcours au sein même des vidéos. Donc ça, les outils le permettant commencent à être au point, commencent à arriver, et l'intérêt c'est que ce sont aujourd'hui des outils qui sont accessibles. De la même manière, on voit ici donc, ce magazine Couleur Jazz, qui au départ était un magazine papier, qui était plutôt figé, etc. Donc l'éditeur a voulu en faire une version numérique, et il a fait un peu, je dirais, ce que commettent tous les éditeurs comme erreur, c'est-à-dire qu'il a voulu simplement faire un portage du papier sur le digital, sans rien apporter vraiment en plus en termes de valeur ajoutée, en termes d'expérience de lecture, etc. Et il n'y avait pas, on va dire, un grand succès à ce niveau-là. Et donc, l'éditeur Couleur Jazz nous a demandé de réfléchir avec lui sur comment est-ce qu'on peut redéfinir la maquette numérique du magazine en la rendant plus interactive, plus dynamique, et en trouvant vraiment une valeur ajoutée pour le lecteur. Un de nos premiers axes, ça a été le travail notamment sur la vidéo, les animations. Pourquoi aussi? Parce que Couleur Jazz, c'est un magazine de musique. Donc on s'est dit, on va travailler sur des durées d'apparition, de textes et d'éléments qui correspondront à de la musique.
tout le long d'un morceau, on va venir faire apparaître des choses, disparaître des choses, et donc la musique sera un petit peu l'ossature centrale, vraiment la colonne vertébrale du magazine. Qui dit musique dit aussi la même problématique par rapport à la vidéo. On va pouvoir créer une temporisation, une chronologie d'événements qu'on n'a pas du tout dans du print. Donc là, il a fallu rebasculer un petit peu de culture, et il a fallu qu'avec les maquettistes, on travaille sur comment mettre en scène, plutôt que mettre en page, des éléments. Donc là, on le voit par exemple sur cette couverture, que je vais refaire jouer à 0. Voilà, donc là, normalement il y a de la musique, je ne l'ai pas mise, mais on voit qu'ici les éléments arrivent petit à petit. On va laisser, grâce à la vidéo, le lecteur s'immerger dans l'image. On va lui laisser le temps de rentrer dans l'image. Et l'image va venir imposer aussi un timing, une durée, un rythme de lecture, qui va permettre vraiment au lecteur de s'installer dans la lecture. On ne va pas lui montrer tout d'un coup dans la page. On va venir petit à petit lui donner des informations qui vont arriver, là aussi, maîtrisées de manière chronologique. Donc ça, vraiment, c'est un travail assez passionnant à faire, mais qui est au départ assez déroutant quand on vient du print et de l'édition traditionnelle. Je vais essayer de vous montrer quelques autres exemples. Ne serait-ce qu'ici, un sommaire, par exemple, là aussi, où on va intégrer des parties vidéo, des images animées, un côté diaporama, etc. Et là aussi, mine de rien, la temporisation des choses, le rythme de défilement, d'apparition, c'est quelque chose de très travaillé, qui demande un travail d'affinage assez délicat, pour que le lecteur n'ait pas l'impression de se retrouver devant un arbre de Noël avec des trucs qui bougent de partout et qui va plutôt faire mal à la tête. Donc là, ça arrive à trouver le bon équilibre entre les choses. Un autre exemple, on peut aussi se servir des vidéos, notamment comme de texture d'habillage, de fond de page, de fond de matière. Je travaille beaucoup aujourd'hui avec de la vidéo qui vient habiller, qui vient texturer une édition digitale. Donc ça aussi, c'est une utilisation de l'image vidéo que j'aurais peut-être pas imaginé auparavant. C'est pas juste pour montrer un personnage qui bouge, mais aussi, pourquoi pas, de la matière, une texture, rentrer vraiment dans un univers là aussi créatif, graphique, etc. Et on voit qu'on peut faire bien sûr aujourd'hui défiler n'importe quoi au-dessus de la vidéo. On travaille sur des transparences, n'importe quelle zone de texte peut être transparente au-dessus de la vidéo. C'est totalement libre à ce niveau-là. On fait apparaître différents personnages. Et là, je vais vous montrer, je vais aller voir l'article sur Yaron Herman qui est au centre. Et donc l'idée, c'est, on ne va pas arriver tout de suite dans la page avec toutes les informations, mais là aussi, on va accompagner le lecteur, on va le prendre par la main, on va l'asseoir dans l'article, on prend le temps d'arriver sur un écran d'introduction, sur un splash screen d'introduction, et les choses vont être timées. Alors on va regarder. Voilà, donc là on arrive sur Yaron Herman qui va doucement disparaître. On voit un métro qui arrive en animation de fond, une image vidéo en boucle, là aussi en parenthèse, et donc le texte arrive petit à petit, paf. Tout ça c'est timé sur de la musique, que là je ne peux pas vraiment vous faire entendre, mais ça vient respecter vraiment le travail de création musicale aussi du musicien. Ça aussi en parenthèse, les créateurs, vidéastes, musiciens nous disent, ces outils-là permettent de respecter mon travail. On a vraiment un respect du travail, du rythme, de l'ambiance, réalisé par le musicien en question. Et là, ensuite, je vais pouvoir dérouler l'article et le lire progressivement. Et hop, là c'est pareil, on arrive sur une vidéo avec des effets où c'est l'image à moitié figée, à moitié animée, donc on peut travailler un peu sur les deux, travailler des effets un peu surréalistes. On peut vraiment utiliser l'outil numérique à part entière pour scénariser la vidéo et la rendre d'autant plus narrative. Alors on comprend bien le potentiel. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est difficile à développer? Est-ce qu'il faut passer toujours par un prestataire? Alors c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces outils sont vraiment accessibles, mais encore une fois je viens du print, je suis nul en code, je ne sais pas coder, HTML, tout ça. Jusqu'à présent un site web c'était même hors de ma portée. En parenthèse, bonne nouvelle, hein. Aujourd'hui on a des possibilités de faire des sites web sans forcément être codeur. Mais voilà, ça ce sont des outils qui s'utilisent. Pour ceux qui connaissent les outils print, c'est les mêmes. Donc là, c'est dans InDesign, par exemple, pour ceux qui connaissent, que j'ai complètement réalisé le magazine numérique en question. Quant à la vidéo, vous savez dans quoi je travaille la vidéo, moi, pour ceux qui connaissent un peu? Dans Photoshop. Oui, Photoshop est un super outil de travail vidéo. Ça, c'est peu connu. Mais tout ce qu'on fait sur de la photo
en Photoshop, on peut le faire sur de la vidéo. Donc moi qui connais mon bon vieux pépère Photoshop depuis des années, eh ben, je vais pouvoir décliner tout mon savoir-faire sur de la vidéo. Je n'aurai pas à prendre une usine à gaz comme After Effects ou je sais pas quoi. Et encore mieux que ça, c'est que tout ce que je vais faire dans Photoshop, si derrière c'est juste une maquette et que je veux donner à un spécialiste de la spécialité qui travaille avec After Effects, c'est totalement compatible. Je vais pouvoir, pourquoi pas, commencer à maqueter les choses et le transmettre à un spécialiste qui va l'affiner et le finaliser. Mais sachez que là, tout le magazine que je vous montre, Color Jazz, en parenthèse que vous pouvez charger, c'est gratuit, c'est sur l'Apple Store, c'est fait totalement avec InDesign et Photoshop. Donc c'est des outils print qu'on connaît depuis des décennies, qui n'ont pas demandé d'acquérir un savoir-faire à zéro. Moi je forme à ces outils. Sachez que par exemple, pour former à ça, c'est 3 jours de formation. C'est pas la mer à boire. Vous apprenez à faire un magazine numérique comme ça. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que les outils comme Photoshop, InDesign, Adobe, etc. nous ouvrent les portes de ces univers-là, qui étaient avant effectivement une affaire de spécialistes. Du coup, les coûts de production ont énormément chuté. Ça permet de proposer à des éditeurs des solutions qu'auparavant auraient été hors de portée. Donc voilà, ça c'est quand même la grande bonne nouvelle au niveau des technos, c'est qu'elles sont disponibles, accessibles et beaucoup moins chères qu'auparavant. Mais après, c'est bien gentil d'avoir une techno, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là où il y a cette réflexion sur réaliser du contenu à valeur ajoutée, faire en sorte que ce soit vraiment un intérêt de lecture qui va être digne de ce nom et qui va donner au lecteur l'envie de charger l'application, de la lire, etc. C'est vraiment l'enjeu, le fameux storytelling. Qu'est-ce qu'on va raconter? Quelle histoire raconter et comment? Voilà pour des exemples par rapport à de l'éditorialisation vidéo. Alors on va redonner la parole à votre voisin donc, sur l'exemple du Washington Post, du New York Times, c'était Alors, j'ai 2 exemples. Donc, ici, c'est aussi sur la... Donc cet exemple est directement intégré sur le site de BBC. C'est un format qu'ils ont lancé, il me semble, il y a un peu plus d'1 an et qui depuis tourne de manière régulière. Alors concrètement, leur ambition a été de développer un format interactif qui permet aux internautes d'aller chercher des sujets d'information à la carte. L'enjeu, c'est de pouvoir permettre à des internautes finalement de voir les sujets qui les intéressent et de faire l'impasse sur les sujets qui ne les intéressent pas. Assez concrètement, vous voyez ce lancement qui est fait du journal. La présentatrice va rapidement proposer en quelque sorte le menu. Vous avez la possibilité de rentrer dans le sujet ou de pas de rentrer dans le sujet. Donc si on clique sur le sujet, la vidéo principale est mise en pause. On voit l'insert du sujet vidéo, la présentation du plateau, comment le plateau s'est construit pour ce débat électoral. Vous pouvez assez facilement revenir au contenu principal. Donc finalement là, on est un petit peu dans un principe qu'on a envie de qualifier de la vidéo dont vous êtes le héros. Vous avez la possibilité au fil du visionnage de la vidéo de sauter d'une séquence à une autre si vous en avez envie. Et c'est vrai qu'on pense que cette approche, finalement, donner à l'internaute la possibilité d'aller chercher de l'info que s'il le veut, c'est déjà une manière de mieux le captiver. Parce qu'aujourd'hui, on subit beaucoup d'informations sur le web, on subit beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent, on subit beaucoup de publicités qui sont invasives, et c'est pas forcément des contenus désirés. Et je ne suis pas convaincu qu'on ait le même taux de réceptivité quand on est demandeur d'un contenu et quand on ne l'est pas. Je vais vous montrer un autre exemple qui a été déployé par le Wall Street Journal. On est sur un format qui est un petit peu similaire. C'est également un format qu'ils ont lancé, alors ça fait un petit peu plus de temps, ils avaient fait un premier test avec un format plutôt documentaire sur Obamacare, un programme qui a été lancé, le fameux programme d'Obama pour la santé. Ils ont fait un documentaire Point of View qui finalement montrait le quotidien d'Américains si cette mesure passe. En quoi cette mesure pourrait changer au quotidien la vie d'un Américain. Cette expérience finalement a été un vrai succès puisque le film a été vu 800 000 fois. Et ça leur a donné finalement la conviction qu'on pouvait aller un peu plus loin qu'un format événementiel. C'est le format que je suis en train de vous montrer, qui pour le coup est un format récurrent. De la même manière que le format précédent que je vous ai montré avec BBC, on est sur un principe de journal télé interactif. Vous allez mieux comprendre sur celui-ci parce que visuellement c'est un peu plus parlant. La présentatrice fait son lancement, va présenter un certain nombre de sujets qui devraient arriver d'ici peu. J'ai la possibilité d'aller choisir l'un ou l'autre des sujets. Si ça ne m'intéresse pas, je peux continuer et aller un petit peu plus loin et d'autres sujets me seront présentés.
Donc là, on est vraiment dans une démarche d'essayer de... au lieu d'essayer de trouver des sites qui vont s'adapter à votre contenu, bah, c'est plutôt l'inverse, c'est de se dire on a un contenu qui peut être séquençable, qui peut être adapté à la carte. Est-ce que ça a de l'intérêt pour mes lecteurs d'aller chercher l'une ou l'autre des informations? Probablement, et dans le cas d'un journal télévisé, c'est vrai que c'est assez concret, je pense qu'on s'est tous retrouvés devant un sujet télé qui ne captive pas pour toutes les séquences, donc effectivement, vous pourrez regarder votre JT en 15 minutes et faire un pass sur ce qui ne vous intéresse pas. C'est un JT qui se fait en direct, vous êtes en replay finalement comme... Non, là c'est un format qu'ils mettent en ligne, je crois, une fois tous les 15 jours et qui est évidemment pas en live. Aujourd'hui, même si la technologie a bien avancé, c'est encore assez difficile d'aller créer ce type d'interaction en live, puisque ça imposerait qu'on ait une vue très claire du timing de la vidéo et du séquençage, donc c'est pas forcément encore faisable de pouvoir créer ce type d'interaction en direct. Mais je trouve que ça donne déjà des bons leviers d'interaction avec les internautes et des bonnes manières de créer un premier lien et un premier engouement entre, dans le cas présent, le média et l'internaute qui va regarder le sujet. Ça c'est purement sur le web? Oui, c'est des sujets complètement web, effectivement. Et je crois que c'est là qu'il y a une évolution. Beaucoup de médias aujourd'hui font déjà des formats vidéo conventionnels, qui diffusent sur des canaux conventionnels. Wall Street Journal et Wall Street a des canaux TV assez classiques. Vous avez aussi la possibilité de vous dire, aujourd'hui on a un canal web, on a la possibilité d'aller plus loin. Alors c'est vrai, ça demande un peu plus d'énergie à mettre en œuvre, mais dans le cas du Wall Street Journal, on est finalement dans un format qui est récurrent, les inserts sont toujours au même endroit, et c'est un système qui est assez facilement industrialisable, ça se voit à l'œil. On a, même si l'ambition est un peu plus grande de créer ce type de format, ça implique effectivement la mise en œuvre de nouvelles mécaniques, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, de nouvelles habitudes de travail, mais pour autant, ce n'est pas des énergies qui sont trop lourdes à assumer. Ce qui reflète des contenus. Oui, en partie, c'est des contenus effectivement qui existent, et c'est une autre manière de donner accès à l'information, d'autres pour penser. La deuxième fois, En termes de technologie, c'est compliqué ça? Alors, compliqué, non, j'ai envie de dire que c'est facile, techniquement. Alors, compliqué, finalement, sur les questions purement éditoriales comme celle-là, non, c'est techniquement peu complexe, parce qu'en général, ce type de dispositif est branché de manière sur mesure sur le site en question. Donc, il y a toujours l'éditeur du site web qui est dans la boucle et qui permet d'aller brancher ce type de dispositif. Sur le cas des campagnes publicitaires, si on est sur le cas d'opérations spéciales, qu'on branche distinctement sur un site avec lequel une marque a créé un deal, on est un peu dans le même contexte, on a la main mise sur la partie technique du site et en général on est assez libéré de contraintes. Là où ça commence à se compliquer un peu plus, c'est dans le cas de campagnes publicitaires en pré-roll, où là ce qu'on sert comme enjeu c'est une compatibilité maximum. Le but est d'aller toucher 50, 100, 200 sites par le biais le plus souvent de plateformes programmatiques. Dans ce cas de figure, effectivement, la compatibilité est un enjeu un peu plus sérieux. Ça nous limite un peu plus sur les questions techniques, on peut faire un peu moins de richesse d'interaction, mais pour autant, on est capable aujourd'hui de déployer des dispositifs interactifs qui fonctionnent très bien sur tous les sites web, qui sont modernes, on va dire, en termes de data serving et de data server. Donc oui, c'est possible aujourd'hui de déployer ce type de solution, c'est techniquement réaliste, ça fonctionne sur quasiment tous les supports, et c'est vrai que là, on vous le montre sur un grand écran, mais c'est encore plus pertinent sur des tablettes et des écrans tactiles. Des pastilles apparaissent, vous posez vos doigts dessus, les fiches s'ouvrent, ça a un côté assez intuitif dans l'usage. Pour répondre à la question du coût, c'est effectivement une étape en plus dans le processus de production d'une vidéo. La vidéo est montée, elle est produite, elle est terminée, et une fois qu'elle est terminée, il faut aller rajouter cette surcouche d'interaction. Si on est sur le cas d'un dispositif totalement sur mesure, effectivement, ça peut impliquer un peu de travail, mais quand on arrive à mettre en place des flux de production bien rodés, parce qu'on a des gabarits standardisés, que dans le cas de ce journal télévisé par exemple, enfin de ce journal web, les formats sont toujours similaires, on peut effectivement arriver à faire vraiment baisser les coûts sur l'occurrence. Alors vous parliez justement de l'utilisation de la vidéo et juste dans les publicités, justement, sur comment faire pour, à partir d'une publicité, je dirais, qui pourrait passer à la télé, vous faites un usage de la vidéo et de coupures pour ramener sur des informations servicielles, sur des informations d'e-commerce. Alors, on a effectivement tout un autre pan de cette partie d'interaction qui permet de servir des propos plus publicitaires. Alors là, on vient de parler de la partie éditoriale qui est purement presse, enfin, on va dire information, mais on a aussi travaillé sur des documentaires où vous pouvez finalement, de la même manière que sur ce sujet, aller chercher des informations complémentaires à la carte.
On a eu le cas d'un sujet un documentaire de 90 minutes qui passait sur Canal+, spécifique, où la boîte de production est venue nous voir en nous demandant comment faire vivre ce sujet en ligne avec des contenus complémentaires. Finalement, le chagrin du réalisateur, c'est de se dire on a 99% de la donnée qu'on a collectée au fil de l'année et demie de préparation de ce sujet qui ne va pas rentrer dedans. Ça, c'est une grande frustration pour les personnes qui font du documentaire et qui recherchent beaucoup de données. Cette information peut être pertinente pour ceux qui veulent aller la chercher. Et quand un documentaire annonce que 12% de je ne sais quelle information, vous pourriez effectivement avoir accès au rapport qui recontextualise ce chiffre et d'où il est extrait. Donc on a des possibilités dans le cas de documentaires et de propos tout à fait éditoriaux de permettre de recontextualiser les informations qui sont dites dans les sujets vidéo par le biais d'interactions. Je vais vous montrer des exemples qui sont plus publicitaires. Un exemple avec cette campagne LVMH, où là, on est sur une campagne interactive, où finalement, pour ne pas changer l'esthétique du film, il a été fait le choix de démarrer le film avec un teasing qui explique que ce spot est interactif. Donc on incite l'internaute à aller faire pause si au fil du visionnage du film, il veut en savoir plus. Ce produit m'intéresse, je fais pause, une pastille apparaît, je survole cette pastille, j'ai déjà une légende qui me donne des informations sur le produit. Je clique sur la pastille, et j'ai direct une fiche produit qui sort de la vidéo. Donc là, vous comprenez bien que on donne la possibilité à l'internaute qui veut en savoir plus d'aller chercher plus d'infos. Le but de cette campagne il est assez simple, il est de rediriger l'internaute vers la fiche produit sur le site LVMH. Donc là, on est dans une démarche qui est assez simple d'emploi pour l'internaute. Il voit les pastilles, il clique dessus, il peut savoir plus sur le produit. Cette démarche elle est assez simple et finalement, elle est vraiment axée engagement et génération de leads. On a une autre approche où là, on a développé un dispositif qui était vraiment plus axé brand content pour le lancement de la nouvelle DS5. Le groupe DS s'est émancipé depuis quelques mois de Citroën, c'est devenu le fleuron du groupe. Et ils ont eu l'ambition pour ce nouveau film de développer une nouvelle stratégie de communication autour de 3 personnalités qui sont des personnalités reconnues, chacune dans leur métier, mais pas forcément connues du grand public. Ces 3 personnalités avant-gardistes finalement doivent vous évoquer le fait que la nouvelle DS5 est avant-gardiste. Je vais vous montrer le film afin que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Tout au long du visionnage du film, finalement, vous allez voir la voiture qui passe, les 3 endorseurs en question qui sont mis en avant, des incrustes dans l'image, c'est dans la vidéo, vous permettent de comprendre rapidement qui sont ces 3 personnalités, mais pour autant, si vous ne les connaissez pas, il est difficile de comprendre en quoi ils sont avant-gardistes. Nous avons ajouté un certain jeu de pastilles comme celles qui sont ici, qui permettent au fil du visionnage du film d'aller en savoir plus sur ces 3 personnalités. Et là, on est vraiment sur des contenus complémentaires. Le film DS est axé sur la voiture, ces fiches sont axées chacun sur les 3 personnalités, et vous avez des contenus complémentaires. Dans le cas présent, c'est une vidéo. Alors, c'est un dispositif, ça c'est un des autres avantages qui est multilingue. Finalement, comme la couche qu'on a même par-dessus la vidéo c'est du web, on a la même possibilité que dans du web. Ce dispositif est accessible depuis la page d'accueil dans des sites de DS et vous pouvez rentrer dans une des 12 langues. Donc autant les vidéos YouTube que vous voyez ici sont doublées, sous-titrées, les biographies pareil. Là l'enjeu finalement pour DS, c'est d'arriver à trouver une solution pour faire vivre d'autres contenus. Là on est vraiment dans le brand content pour servir le propos du lancement de cette nouvelle voiture. Alors évidemment, un autre aspect pour nous qui nous semble important, et c'est ce qui nous amène à ce salon cross-média, c'est l'idée que finalement la vidéo n'est pas qu'un énième canal de communication support à vos vidéos. Et on a la conviction qu'on peut se servir de cette vidéo comme un point central, enfin en tout cas rapprocher la vidéo un peu plus au cœur du storytelling de la marque, dans la mesure où finalement les dispositifs permettent désormais de réorienter les internautes vers les différents points de contact de la marque. Dans certains dispositifs vidéo, on a la possibilité de mettre un store locator. Vous cliquez, vous voyez les boutiques DS à côté de chez vous. Là, dans le cas de cette campagne, on a été rediriger les internautes vers des demandes d'essais de voiture, des demandes de brochures, des fiches produits. Finalement, c'est ce maillage entre la vidéo et les différents outils déjà à la disposition de la marque qui, pour nous, fait une campagne qui réussit. On n'a pas vocation avec ce type de dispositif, en tout cas quand on s'adresse à ce type de marque, à vouloir réinventer la roue, et nous, notre objectif a plutôt été d'essayer de s'intégrer au maximum dans ce qu'ils avaient déjà, pour leur permettre d'avoir une campagne réussie autour de ce nouveau format. Oui, puis c'est vrai que du coup, on peut profiter des avantages de ce que propose la vidéo depuis longtemps. On sait très bien qu'en termes d'immersion, la vidéo c'est assez unique, que c'est indatable, que c'est ce qui va vraiment capter l'attention du lecteur et qui va être totalement immergé dans l'information. Donc ça c'est de toute façon un formidable outil, mais c'était quelque chose d'assez passif. Quand on regarde une vidéo, on regarde la vidéo, point. Et là maintenant on va vraiment la rendre active, transitive,
Encore une fois, en termes de marketing, on est dans l'actif, on est dans du pull marketing. Le lecteur va non seulement avoir ce côté séduisant de la vidéo, immersif de la vidéo, mais va en plus être actif et participer à l'expérience de lecture, ce qui fait que là, ça multiplie de manière exponentielle la captation d'audience et la façon dont le lecteur va passer du temps bien supérieur à une lecture de page papier ou à simplement un visionnage de vidéo de manière facile. Donc vraiment ce côté-là, en termes de marketing et de possibilités, c'est assez formidable, c'est très prometteur. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, les outils aujourd'hui sont accessibles. C'était des technologies qui étaient absolument hors de portée, complexes à mettre en œuvre, difficilement industrialisables, etc. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc on voit vraiment un changement des paradigmes qui est en train de s'opérer, et tous les gens qui se trouvaient un petit peu, je dirais, au pied du mur, et qui trouvaient impossible d'acquérir ce type de médias, aujourd'hui, ça devient très accessible. D'où justement l'enjeu. Premièrement, il faut avoir du contenu, il faut avoir de la vidéo. C'est là aussi où nos nouveaux outils, en parenthèse, smartphones et autres, permettent d'envisager de le réaliser. J'ai pas d'action chez eux, mais j'ai un iPhone 6 Plus dernière génération. Là, je peux faire de la vidéo en 4K, avec une qualité mais hallucinante. Pour moi, c'est de la science-fiction, c'est totalement bluffant. Tiens, pour la petite histoire, et j'en parle parce que pareil, c'est gratuit, c'est que des gens avec qui je travaille un peu, l'école des Gobelins, ont créé un MOOC, vous savez, c'est un MOOC sur justement apprendre à faire des vidéos avec nos smartphones aujourd'hui et nos outils d'aujourd'hui. Et c'est tout, c'est le cadrage, la prise de vue, la lumière, le montage, etc. Donc on a aujourd'hui des outils d'apprentissage qui permettent d'acquérir ce type de compétences. Là aussi, c'était inenvisageable avant, on a faire une école pendant 3 ans, etc. Donc on a une démocratisation des outils, une démocratisation des compétences et des capacités aujourd'hui de traitement de l'information bien supérieures à ce qu'on avait auparavant. On rentre dans l'ère de la vidéo active, transitive. Donc là, ça devient assez passionnant. Vous parliez justement des smartphones. L'utilisation des mobiles bouleverse quand même les usages. Est-ce que toutes ces outils technologiques, est-ce que toutes ces créations sont aussi aujourd'hui disponibles et accessibles sur les mobiles? Dans mon cas, j'ai envie de dire de manière globale, oui, à l'exception du cas de l'iPhone qui est quand même un cas un peu particulier au regard de la vidéo. Sans rentrer dans trop de détails techniques, quand on regarde une vidéo sur un iPhone depuis un navigateur web, on sort du navigateur web, on rentre dans un player vidéo, donc nous n'avons pas la possibilité, en tout cas nous de notre côté, de créer de l'interaction sur l'iPhone, ce qui est le cas de tous les acteurs du marché, donc cette bride sera en place. En revanche, ça a été pensé, en tout cas dans notre cas, on l'a pensé vraiment pour les supports tactiles, parce que c'est finalement la finalité de ce type de dispositif, c'est assez intuitif et le contact au doigt coule de source quand on a la tablette en main. Donc oui, on est compatible avec les tablettes et de manière globale, les types de dispositifs qui permettent de l'interaction sur les vidéos le sont. Je vais te montrer un ou deux exemples en plus, justement, côté tactile, qui est quand même fait avec c'est iOS, là, donc ça a été limite effectivement évoqué. Mais on peut quand même, encore une fois, avec les outils interactifs comme InDesign et autres, créer de l'interaction sur des vidéos assez facilement et qui permettent là aussi au lecteur d'entrer dans cette expérience de lecture. Et notamment de le proposer pour ce qu'on appelle du digital advertising. Donc aujourd'hui, la pub numérique, là aussi, on va essayer de la réfléchir, on va essayer de lui donner un côté interactif, un côté narratif. On sait bien aujourd'hui le problème de l'enjeu du digital advertising. Vous savez bien, les pubs sur Internet, on n'en peut plus. Hein. Arroser les pubs sur Internet, on a tous des ad bloqueurs pour bloquer les pubs, etc. Donc le marché, quand même, c'est un gros problème, ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir recréer de l'envie de lecture, justement, d'un support de communication publicitaire? La vidéo a une réponse à ce niveau-là. C'est un outil très intéressant pour donner de l'intérêt au lecteur, de la narration, de l'immersion, et on va créer une expérience de lecture qui va donner au lecteur envie de suivre l'outil en question. Alors je vais essayer de me brancher. Donc ça c'est un exemple qui veut bien arriver, qui a été fait pour la marque Mazda, donc c'est encore une histoire de voiture, mais bon. Donc là l'idée c'est que c'est en parenthèse totalement filmé au smartphone,
et c'est traité vidéo dans Photoshop. C'est ce que je vous disais, là c'est totalement réalisé dans Photoshop. L'image tourne en boucle, on peut rester là-dessus un moment. Il y a une musique là aussi qui est diffusée. Celui qui aime la musique et le jazz peut déjà se contenter de ça. Puis donc je vais pouvoir cliquer sur la vidéo et donc arriver à rater, s'il veut bien. Ah, ça se trouve, ça doit me faire l'effet démo. Ah ouais. Donc là j'arrive là aussi sur une autre scène avec une autre vidéo, avec des informations qui apparaissent au-dessus de la vidéo, là aussi c'est timé, pour que les choses apparaissent petit à petit, et je vais pouvoir là aussi faire défiler ce que je veux au-dessus de la vidéo. Pourquoi pas un diaporama, pourquoi pas du web, absolument n'importe quoi. Donc la vidéo crée vraiment une ambiance dans laquelle je vais avoir des informations, c'est une scénarisation, c'est un maquettage qui va vraiment donner de l'envie de lecture à ce niveau-là. Et enfin, quand j'aurai beaucoup d'informations, je vais avoir accès à un autre univers, un dernier univers, donc là aussi il y a une musique qui est jouée, et en fait c'est une playlist Deezer, donc je vais pouvoir récupérer, si je veux écouter de la musique dans ma voiture, c'est une playlist spéciale autoroute, une playlist, etc. Donc là aussi je vais donner un service en fait au lecteur. On vous propose une playlist, vous avez la possibilité de l'utiliser, de la consulter, de l'écouter absolument où vous voulez. Donc on a créé finalement un intérêt narratif via la vidéo, un intérêt scénographique avec tout ce qu'on a pu faire en termes de maquettage avec la vidéo, et on donne un service à l'utilisateur puisqu'on lui propose une playlist. Et bien ça, c'est pas de la pub intrusive, c'est une démarche plutôt vertueuse, on donne quelque chose au lecteur, et ça fonctionne. Du coup, on a vraiment un taux de lecture, un taux de retour de lecture qui est assez impressionnant par rapport à ce qu'on avait pu faire en advertising standard. Voilà. Alors justement, comment on mesure tout ça? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de savoir, j'ai cliqué là, et pour mesurer, parce que finalement un annonceur veut savoir l'engagement qu'il y a eu vis-à-vis de sa marque, et jusqu'à la possibilité de savoir combien de personnes ont été exposées à sa campagne. Alors c'est effectivement un des bénéfices de la vidéo interactive, c'est la possibilité de suivre chacune des interactions, chaque rollover ce qu'on appelle les hotspots, les petites zones interactives. On considère que chaque action qu'on arrive à attraper à l'utilisateur au cours de son visionnage est une petite victoire par rapport à une vidéo qu'il aura regardée sur YouTube, les mains dans les poches. Par définition, tout engagement, toute action engageante, faire la pause pour aller voir survoler un produit, c'est déjà l'envie d'en savoir un peu plus sur ce produit. Donc effectivement, on a la possibilité d'adjoindre à des outils comme le nôtre un tableau de bord métrique assez poussé, qui d'une part mesure l'audience de la vidéo. On va dire que là on est sur des données plutôt quantitatives, le nombre de vues, le nombre de minutes cumulées de vues. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est la possibilité d'adjoindre à ces indicateurs des indicateurs qui sont plutôt qualitatifs, où là on peut aller mesurer l'engagement, le taux de clic, le taux d'interaction, le nombre de produits ouverts, et on peut aller aussi loin qu'on le souhaite dans l'analyse fine du parcours de l'utilisateur dans la vidéo. Ça a plusieurs finalités évidemment en termes de marketing, mais également de manière éditoriale, pour mieux comprendre comment concevoir des dispositifs demain. Vous faites un film multi-produit, vous avez 5 paires de chaussures, 5 vestes et 5 chapeaux. Effectivement, si 80% des produits qui ont été cliqués sont des chaussures, ça peut valoir peut-être le coup demain de faire des spots orientés chaussures. Donc là, on peut donner à cette info finalement le sens qu'on souhaite. On s'en sert aussi, nous, pour des questions d'A/B testing bête. Est-ce qu'un hotspot aura la moitié haute de l'écran plus que dans la moitié basse de l'écran? Et toute info qu'on peut faire remonter au marketeur, au réalisateur, peut permettre d'optimiser le dispositif pour mieux le comprendre. L'autre enjeu, c'est effectivement de s'adapter aux attentes des consommateurs. Un client dit qu'il est à Paris, on lui donne des informations liées à sa ville. Un client dit qu'il est un homme, on lui montrera peut-être plus facilement les produits hommes au sein du dispositif. Et on peut effectivement, au sein d'une campagne publicitaire, adapter la suite du dispositif au regard de la réponse que l'utilisateur a donnée. Donc effectivement, toutes ces données, on les suit, on les met dans un tableau de bord qui donne une vision assez claire à l'annonceur de sa campagne, par opposition à une campagne YouTube traditionnelle où finalement on avait la possibilité de ne mesurer qu'un clic, le clic sur la vidéo. Oui, on a même... Moi je m'en suis servi aussi, par exemple dans cet exemple, ça nous a permis de savoir combien de temps le lecteur avait passé sur la vidéo, qu'est-ce qui l'avait intéressé, etc. On s'est rendu compte qu'il avait décroché au bout d'un moment, c'est-à-dire que la vidéo était soit un peu ennuyeuse, soit un peu trop longue. Donc on a repris notre propos, ça nous a permis d'affiner au niveau éditorial un contenu pour pouvoir répondre plus précisément à la demande et à l'intérêt du lectorat. Donc ça nous a permis aussi d'augmenter du coup le taux de lecture et de retour, etc. Donc ça c'est assez passionnant. On cite souvent les côtés assez maléfiques du côté big data et tout,
Ça peut aussi avoir une démarche vertueuse où on essaie d'améliorer notre support, notre contenu en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, et ça permet aussi d'apporter au lecteur quelque chose qui sera beaucoup plus cohérent et qui va le mieux lui correspondre. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc là, c'est aussi un exemple totalement réalisé. Là aussi, c'est du advertising, hein, mais ça permet vraiment de réaliser des immersions dans des produits, de pouvoir tester des produits, les écouter, les découvrir, etc. Et on a d'excellents taux de retour là, sur la fréquentation de ces pages. Le temps resté sur les pages aussi, hein, qui est beaucoup plus conséquent du coup. Et ça, on sait qu'en termes de marketing, pour rentrer quoi que ce soit derrière, c'est un enjeu important. Alors on voit que finalement il y a de multiples possibilités que vous pouvez vous proposer à vos clients, aux annonceurs, aux marques. Ça leur fait pas peur hein, parce qu'au départ ils partent leur pub, c'est une pub à la télé, on a un autre spot télé, mais une fois qu'il est bouclé, il est bouclé. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion, malgré tout, on a beau dire bon la vidéo faut y aller, c'est bien beau, mais est-ce que les pratiques évoluent assez lentement parce que ça implique dans beaucoup de cas une réorganisation aussi de ses habitudes, de ses process. Ça implique aussi finalement de mettre peut-être plus de corps de métier à l'œuvre pour développer ce type de dispositif. Là où hier il fallait un réal et une boîte de prod pour monter le film, effectivement aujourd'hui il y a une partie d'animation derrière. Donc oui, c'est effectivement une transformation. Comme beaucoup de transformations, ça peut prendre un peu de temps pour que ça se fasse. Nous, on a passé des mois à évangéliser de notre côté des agences qui n'étaient pas forcément au fait il y a 1 an et demi ou 2 ans de ces possibilités. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même une bien plus grande maturité sur le sujet, même si il est vrai qu'on ne voit pas encore beaucoup de campagnes sortir. Je pense que ça ne devrait pas tarder à éclore. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais à ça qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'annonceurs qui ont déjà du contenu vidéo, qui vont déjà apporter du contenu, et donc on peut du coup l'utiliser, l'habiller, le réexploiter. C'est une façon aussi de rentabiliser un contenu vidéo. Donc content-centric, à partir du moment où on a du contenu, autant le valoriser avec ce genre d'outils. Donc ça peut être déjà une démarche intéressante. Et aussi le fait que, comme je disais tout à l'heure, c'est des outils et des technologies qui sont, et des pratiques qui sont de plus en plus accessibles, qui sont moins une affaire de spécialistes qu'auparavant. Alors c'est vrai que quand on parle avec les agences, je suis d'accord, c'est pas facile parce qu'ils ont encore ce côté très silo, je dirais, avec des spécialités, etc. La transversalité n'est pas encore totalement rentrée dans les mœurs, bien que, on voit par exemple le succès d'un salon comme celui-ci, le côté cross-média, transmédia, ça donne de plus en plus une évidence. Après la question, encore une fois, c'est bien gentil d'être cross-média, transmédia, mais qu'est-ce qu'on a à raconter, comment on va le raconter, comment on va le scénariser. Ce côté storytelling qui devient vraiment l'enjeu essentiel. Et c'est là finalement où nous, auteurs, créateurs, éditeurs, on reprend un peu la main, on peut redonner de la valeur ajoutée à nos savoir-faire. ça nécessite de nouveaux profils, je dirais, un peu de tous les mêmes profils dans ces entreprises-là, y compris chez l'annonceur qui n'est pas forcément outillé chez lui. Est-ce que quel type de nouveaux profils cela dit? Côté stratégique, je pense qu'il n'y a pas une énorme évolution. Les directeurs marketing, l'infrastructure, on va dire, en place dans les grands groupes fonctionne déjà. Après, côté production, effectivement, ça implique peut-être aussi d'avoir des réals en interne, d'avoir des personnes qui comprennent la scénarisation d'un film, ou en tout cas la structuration d'un message. Donc ça peut effectivement être des personnes qui viennent d'agences, qui ont une bonne culture marque, mais ça peut aussi être tout simplement des réalisateurs. On se rend compte, nous, aujourd'hui, d'expérience, qu'il y a de plus en plus de grosses boîtes de prod qui intègrent en interne des pôles pour parler aux marques en direct. Et de plus en plus, les marques se disent pourquoi aller voir une agence qui va aller voir une boîte de prod alors que je pourrais directement aller la voir. Le barrage était peut-être une question de communication et de langage. C'est la raison pour laquelle ces grosses boîtes de prod aujourd'hui intègrent des personnes d'agence en interne pour pouvoir être en mesure d'avoir un lien direct, plus réactif et finalement préserver une bonne partie du budget pour son but réel, le film. Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à nos intervenants? Est-ce qu'il y aurait justement un petit groupe de profils que vous pourriez regrouper pour créer des choses comme ça? Est-ce que vous avez 4-5 personnes, un développeur, je sais pas, un créateur, un auteur? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe restreinte? Qu'est-ce que les un développeur, un créatif et un concepteur peuvent faire la chose? Tout Color Jazz, si vous regardez, si vous chargez le PC, on appelle ça un 3. Mais on est à la fois tout, on est à la fois créatif, développeur, auteur, etc. Moi je trouve que justement pour les gens qui sont un peu freelance, qui sont un peu curieux, qui ont un appétit un peu autodidacte, etc. Alors je trouve ça passionnant parce que ça permet de tout faire.
Alors je ne dis pas que je sais tout faire, mais ça me permet de tout faire. Ça me permet d'avoir accès à des outils qui, encore une fois, m'étaient totalement inaccessibles. La vidéo, la 3D, le contenu interactif, c'est à ma portée. Donc ça... Ah non, je suis pas codeur. Oui, je pense que voilà, pour les développeurs, ça peut être en plus. Moi, je n'ai pas besoin de développeurs. Je n'ai pas eu besoin de développeurs. Du tout, c'est bon. Ce qui énerve royalement les développeurs, je les comprends. Hein, parce que là, du coup, ils disent attends, on fait ça sans être développeur. Ben oui, voilà. C'est autre chose aujourd'hui. Alors ça, c'est fait totalement dans InDesign, Photoshop. Et on utilise un plugin, un ajout à InDesign qui s'appelle Aquafadas. Ils sont présents sur le salon d'ailleurs. Hein. Aquafadas, c'est une palette d'outils qu'on a au sein d'InDesign et qui permet de faire tout ça, d'intégrer absolument tout ce que je vous ai montré. Sans coder. C'est simplement, c'est WYSIWYG, hein, c'est la souris, et je clique, je dis bah tiens là je veux que ça fasse ci, je veux que ça fasse ça. Quand je clique sur ce bouton, eh bien tu m'ouvres aussi. Quand je sors cette zone, tu fais ça, sans taper une ligne de code. Moi je peux pas me mentir, on a d'abord. Oui, alors voilà, ça c'est. Voilà, pour la vision interactive, effectivement, ça a été de développement. Pour le déploiement du dispositif. Aujourd'hui, ça fonctionne par le biais d'une interface. Dans la plupart des cas, on amène un côté agence conseil en amont du dispositif, donc on accompagne les clients dans la mise en œuvre de ces dispositifs. On est en train de finaliser la mise en place d'une plateforme SaaS qui va permettre demain à des marques et des agences qui ont les cultures créatives de pouvoir eux-mêmes intégrer dans cette plateforme des dispositifs interactifs. Ça implique effectivement d'être capable de séquencer ses vidéos soi-même, d'être capable de découper ses images, de concevoir son dispositif soi-même, mais technologiquement, on va pouvoir donner la main à des marques, des diffuseurs de films, en tout cas pour pouvoir eux-mêmes créer une interaction sur ce type de format. Après, on est toujours dans une approche logicielle, on a développé un certain nombre de modes de fonctionnement, donc en fait, ces modes de fonctionnement, c'est automatisé. Il y a toujours une approche sur mesure qui se développe pour des projets un peu plus premium ou qui nécessitent des développements tout à fait spécifiques. Tout dépend dans quoi on l'intègre. Hein. Là, il s'agit d'un contenu vidéo intégré dans du digital publishing. C'est une appli qui elle-même est ensuite sur un store. Donc, au niveau référencement, c'est la problématique des stores. Après, justement, avec d'autres technologies, parce que la vidéo devient active, dynamique, etc., donc on peut lui programmer ce qu'on veut finalement. Là, c'est plus le dev qui va. Alors, c'est vrai que nous, oui, on peut effectivement, si le but de la campagne est de rester à résidence sur le site d'une marque pendant quelques mois, on peut effectivement trouver des manières de faire remonter l'intégralité des contenus dans les moteurs de recherche. En général, c'est pas quelque chose qu'on fait à chaque fois parce qu'on est sur des campagnes qui sont assez événementielles et le référencement n'est pas forcément l'enjeu. On est plus sur des coûts de communication, mais c'est techniquement réaliste. C'est-à-dire, je ne comprends pas votre question avec moi. Oui, c'est-à-dire que ce type de contenu digital publishing, d'abord peut être lu sur du web, parce qu'on a du web reading, alors c'est dans un reader, c'est sur du web, et ça peut être aussi responsive. Que ce soit du fixed layout, soit du responsive, et après on a différents degrés de responsive selon les outils, en fait. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a différents outils à notre disposition pour faire ce genre de choses. J'ai parlé d'Aquafadas, mais il y en a d'autres. L'idée, c'est justement de les utiliser en fonction d'un point fort, d'un point faible, en fonction des projets, et en fonction du côté narratif aussi qu'on veut mettre en avant. Voilà. En parenthèse, par rapport à tout ça, il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'enjeux. Bon, donc c'est dans ce sens-là qu'on essaye d'alimenter Electric News pour donner des informations. Je le redis parce qu'on y passe pas mal de temps, et qu'on le fait pour que c'est du partage d'informations. Donc si ça vous intéresse de lire ça et de participer, là vous êtes les bienvenus. Non, sur les sites des Gobelins, l'école des Gobelins, l'école de l'image, il y a un MOOC qu'ils ont réalisé, qu'ils ont mis en ligne depuis 1 mois, 2 mois, qui est vraiment formidable. C'est vraiment les enseignants des Gobelins qui sont très bons pédagogiquement, etc., qui ont élaboré ce MOOC. Ils ont fait ça pour savoir comment est-ce qu'on fait un MOOC aujourd'hui. On se rend compte que c'est pas si simple que ça, faire un MOOC. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Bon.
Par contre, le résultat est là parce qu'ils s'attendaient à peu près 5 000 inscriptions. Je crois qu'ils ont 150 000 inscriptions. Donc il y a vraiment une vraie demande. Ça montre bien que la vidéo, il y a une vraie demande par rapport à ça. Et puis moi, je l'ai suivi. Leur montre, c'est vraiment formidable. Ça m'a appris plein de choses sur comment devenir un peu plus professionnel pour la réalisation de contenu vidéo à partir des outils type smartphone et autres. Un MOOC, c'est une formation qu'on trouve en ligne sur Internet. Un cours en ligne. D'autres questions? Écoutez, merci de votre participation et merci à vous deux pour avoir intérêt sur les enjeux de la vidéo.